Son père l'a déshéritée pour avoir aimé un homme pauvre, mais il ignorait qu'elle était déjà millionnaire. Ce qui s'est passé ensuite vous laissera sans voix. Ne manquez pas cette histoire poignante. Le vent glacial de décembre frappait les vitres du bureau, tandis que M. Robert Dubois fixait sa fille, avec des yeux qui semblaient taillés dans le granit. Ses mains burinées par des années à bâtir un empire commercial à partir de rien se refermèrent en point sur le bureau en acajou. Chaque ride de son visage parlait d'une détermination inébranlable, la même qui l'avait mené des rues poussiéreuses de Lyon à devenir l'un des hommes les plus respectés du secteur. Immobilier en ville. Si tu franchis cette porte avec lui, ne reviens jamais, prononça-t-il chaque mot comme s'il enfonçait un clou dans du bois dur. Il n'y eut aucun écho dans la pièce, seulement le poids écrasant d'une sentence finale. Émilie Dubois, 24. En sentit le monde s'arrêter. Ses mains endurcies par des années de petits boulots qu'elle avait acceptés plus par principe que par nécessité tremblèrent légèrement. Les chaussures usagées qu'elle avait portées pour parcourir chaque arrêt de bus de la ville, en quête d'un emploi honnête, semblaient désormais l'ancrer au sol. Mais à cet instant, en regardant son père, elle sentit qu'elle était sur le point de basculer dans une autre vie complètement différente. Mathieu Leclerc restait à ses côtés immobile, comme un roc au milieu de la tempête. Sa veste d'occasion soigneusement repassée ce matin-là ne pouvait cacher la dignité qui émanait de ses épaules droites. Il avait 3 ans de plus qu'Émilie, les mains calleuses pour avoir travaillé dans le bâtiment depuis l'âge de 16 ans, et des yeux qui avaient vu la pauvreté sans jamais perdre l'espoir. « Je l'aime, monsieur », avait-il dit quelques minutes plus tôt lorsque M. Dubois l'avait foudroyé du regard. « Et je prendrai soin d'elle, même si je n'ai rien d'autre à lui offrir que mon cœur. » Le rire sec de M. Dubois avait fendu l'air comme un couteau. « Rien, c'est exactement ce que tu auras toujours, mon garçon. » Les souvenirs affluèrent dans l'esprit d'Émilie comme des photographies qui se détachèrent d'un vieil album. Son père la soulevant sur ses épaules pour accrocher les guirlandes de Noël alors qu'elle avait 8 ans, ses grandes mains sûres la soutenant pendant qu'il décorait le plus grand sapin de la maison. Les dimanches après-midi où il l'emmenait, dans son bureau, et lui expliquait patiemment comment lire les plans de construction, ses yeux brillants de fierté, chaque fois qu'elle comprenait quelque chose de nouveau. « Papa » murmura-t-elle, mais sa voix se brisa avant qu'elle puisse continuer. « Tu n'es plus mon père » répondit-il, tournant le dos à la fenêtre. « Une fille à moi ne s'abaisserait pas à aimer quelqu'un qui ne peut même pas lui acheter une bague décente. » Les larmes brûlèrent les yeux d'Émilie, mais elle les avala. Mathieu lui toucha doucement le bras, un geste rempli de compréhension et de soutien silencieux. Dans ses yeux bruns, elle trouva toute la force dont elle avait besoin. « Alors je m'en vais » dit-elle finalement, sa voix maintenant ferme comme l'acier. « Mais pas parce que je m'abaisse, mais parce que je choisis l'amour plutôt que l'argent. » Elle se dirigea vers la porte sans se retourner. Mathieu la suivit, ses pas résonnant dans le couloir de marbre comme un écho d'adieu. Elle n'avait pas de valise, pas d'embrassade d'adieu, juste la douleur poignante de devenir invisible pour l'homme qui avait autrefois été son héros. Mais ce que M. Dubois ignorait, ce que personne dans son cercle social ne soupçonnait, c'est qu'Émilie ne partait pas les mains vides. 3 ans auparavant, lorsqu'elle avait eu 21 ans, elle avait hérité de la modeste propriété de sa grand-mère maternelle, un terrain aride et oublié dans la banlieue de Lyon que tout le monde considérait comme sans valeur. Son père lui avait conseillé de le vendre à n'importe quel prix. « C'est de la terre morte, ma chérie. Mieux vaut en tirer quelque chose avant de devoir payer plus d'impôts. » Mais Émilie avait ressenti quelque chose de différent lorsqu'elle avait foulé ce terrain pour la première fois après les funérailles de sa grand-mère. Elle se souvenait des histoires que la vieille dame lui racontait à propos de cet endroit, de la façon dont il avait été fertile autrefois des rêves qu'elle et son mari avaient eus d'y construire une vie prospère. Contre tous les conseils, Émilie décida de le conserver. Elle paya religieusement les impôts, répara la clôture rouillée de ses propres mains et s'accrocha à cette terre comme à un trésor caché. Maintenant, alors qu'elle sortait de la maison de son enfance pour la dernière fois, elle toucha inconsciemment la petite enveloppe dans sa poche. À l'intérieur se trouvait la lettre qui était arrivée ce matin-là, juste avant la confrontation avec son père. Les ingénieurs d'une entreprise internationale la cherchaient depuis des semaines. Ce terrain sans valeur se trouvait désormais au cœur du nouveau centre logistique, le plus important de l'ouest de la France, soutenu par des investisseurs étrangers qui avaient vu du potentiel là où d'autres ne voyaient que de la terre. Sèche,
L'offre était de 2 300 000 $. Émilie avait demandé une seule chose, le silence absolu. L'accord serait conclu sous le nom d'une fondation fictive et l'argent reposerait discrètement sur un compte sécurisé. Personne dans son ancienne vie ne saurait jamais la vérité. Cette nuit-là, elle et Mathieu s'installèrent dans un petit studio Odysseus d'une boulangerie dans le centre historique de Lyon. L'arôme du pain fraîchement cuit montait par les escaliers en bois chaque matin, se mélangeant au bruit des premiers passants. L'appartement avait un lit, une petite cuisine et une fenêtre donnant sur la cathédrale. Il n'avait pas besoin de plus. Mathieu trouva du travail dans une usine textile des quarts de nuit qui lui permettait d'étudier l'ingénierie pendant la journée dans une université publique. Émilie trouva un emploi en enseignant aux enfants dans les écoles des quartiers défavorisés, apportant l'éducation dans des endroits où les opportunités brillaient par leur absence. Ils n'avaient pas besoin de richesses matérielles. Ils avaient l'amour et quelque chose d'encore plus puissant, un but qui les comblait chaque aurore. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois. Leur nouvelle vie avait un rythme différent, plus lent, mais plus profond. Les matins commençaient par du café fait dans une cafetière en étain, tout en écoutant les nouvelles à la radio. Mathieu lui parlait de ses collègues, des hommes et des femmes qui s'efforçaient chaque jour de faire vivre leur famille. Émilie partageait les histoires de ses élèves, des enfants dont les yeux brillaient lorsqu'ils comprenaient enfin une leçon de mathématiques ou lorsqu'ils découvraient qu'ils pouvaient lire une phrase complète sans aide. Si vous aimez cette histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. Suite. 1 an s'était écoulé depuis qu'Émilie avait fermé la porte de son passé lorsqu'elle reçut un appel qui allait faire trembler les fondations de sa nouvelle existence. C'était Carmen, l'employée de maison qui avait travaillé chez les Dubois pendant plus de 20 ans, la femme qui avait été plus une mère pour Émilie que sa propre mère biologique à bien des égards. « Ma petite Émilie », sa voix tremblait au téléphone. « Votre père a eu un accident vasculaire cérébral. Il est à l'hôpital. » Les mots tombèrent sur Émilie comme des pierres. Elle serra le téléphone d'une main tremblante, tandis que Carmen lui racontait les détails d'une voix entrecoupée. Monsieur Robert Dubois s'était effondré dans son bureau lors d'une réunion importante. Les médecins disaient que c'était le stress, la pression, les soucis qu'il portait en silence. « Et maman ?» demanda Émilie, bien qu'une partie d'elle craignît la réponse. « Votre maman, oh ma chérie, les choses ont été très difficiles. L'entreprise s'est effondrée après votre départ. Monsieur Dubois n'arrivait plus à se concentrer. Il prenait de mauvaises décisions. Il a perdu d'importants contrats. Ils ont dû vendre la maison et maintenant votre maman vit dans une résidence modeste, mais vous savez à quel point elle est fière. Elle n'accepte l'aide de personne. » Cette nuit-là, Émilie ne put dormir. Elle resta à la fenêtre, en regardant les lumières de la cathédrale, sentant 2 mondes entrer en collision dans sa poitrine. Mathieu s'approcha par derrière et l'embrassa silencieusement, sa présence chaude et réconfortante. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» lui demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Une partie de moi veut courir à l'hôpital, mais une autre partie souffre encore trop. » « L'amour ne tient pas compte des orgueils blessés, » murmura Mathieu contre ses cheveux. « Ton cœur sait ce que tu dois faire. » Le lendemain, Émilie s'habilla de ses vêtements les plus simples et se rendit à l'hôpital. Elle acheta des fruits et du pain dans un marché local, mettant le tout dans des sacs en plastique, sans marque spécifique, pour éviter toute reconnaissance. Son plan était simple, livrer les vivres en tant que bénévole anonyme et repartir, sans être vue. Mais quand elle arriva à l'hôpital et vit sa mère dans la salle d'attente, tout son plan s'effondra. Madame Élise Dubois avait l'air différente. Ses cheveux, toujours parfaitement coiffés, montrèrent maintenant des cheveux gris non teints. Ses mains, qui arboraient autrefois une manucure impeccable, étaient rugueuses et sans ornement. Elle portait un simple pull qu'Émilie ne reconnaissait pas, et ses yeux, autrefois pleins de morgue sociale, reflétaient désormais une vulnérabilité qui fendait le cœur. Émilie s'approcha lentement, comme si elle était une étrangère, offrant son aide. « Excusez-moi, madame, » dit-elle d'une voix douce. « Avez-vous besoin de quelque chose ? Je suis bénévole du programme de soutien familial. » Sa mère la regarda sans la reconnaître complètement. Les mois de souffrance avaient créé une brume dans ses souvenirs et les vêtements simples d'Émilie étaient si différents de ce qu'elle avait l'habitude de porter dans sa vie antérieure. « C'est très gentil, mademoiselle.
répondit Madame Élise d'une voix fatiguée. « Mais nous n'avons pas besoin de charité. Mon mari, c'est un homme fier. Parfois, accepter de l'aide, ce n'est pas de la charité, mais permettre aux autres d'exprimer leur humanité, » dit Émilie, choisissant chaque mot avec soin. Pour la première fois depuis des mois, Madame Élise sourit légèrement. « Vous parlez comme ma fille. Elle disait toujours ce genre de choses, avant qu'on ne la perde. » Le cœur d'Émilie se serra, mais elle garda son sang-froid. « Je suis sûre que votre fille vous aime plus que vous ne l'imaginez. » Au cours des semaines suivantes, Émilie établit une routine soigneusement orchestrée. Elle visitait l'hôpital tous les 2 jours, toujours sous différents prétextes en tant que bénévole, en tant que représentante d'une organisation caritative imaginaire, en tant qu'étudiante en travail social, effectuant un stage. Elle ne restait jamais assez longtemps pour éveiller les soupçons, mais toujours assez longtemps pour s'assurer que son père avait ce dont il avait besoin. Son père, encore inconscient la plupart du temps, luttait entre la vie et la mort. Les médecins avaient expliqué que les lésions cérébrales étaient importantes et que s'il se réveillait, il aurait probablement des séquelles permanentes. Pendant ces jours incertains, Émilie découvrit une force en sa mère qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Madame Élise était devenue le principal soignant refusant d'embaucher des infirmières privées qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle a appris à changer les draps de l'hôpital, à nourrir son mari par sonde, à lire à haute voix les journaux financiers qu'il avait l'habitude de dévorer chaque matin. Sa transformation était si complète qu'elle semblait une personne différente. Un jour, alors qu'Émilie livrait des médicaments donnés par une pharmacie caritative, elle entendit sa mère parler à son père inconscient. « Robert, mon amour, je sais que tu peux m'entendre. Les médecins disent d'où qu'il faut parler. Aux patients que cela peut aider. Je veux que tu saches que j'ai beaucoup pensé à Émilie. Je crois qu'on s'est trompé. Elle a choisi l'amour et nous l'avons punie pour cela. Mais maintenant je comprends que peut-être qu'elle était la plus sage de tous. » Les larmes coulèrent silencieusement sur les joues d'Émilie alors qu'elle écoutait depuis le couloir. « Si tu te réveilles, si Dieu nous donne une autre chance, je veux qu'on recherche notre fille. Je veux lui demander pardon. Je veux lui dire qu'on a besoin d'elle, pas de son argent, juste elle. Juste notre petite fille. » Cette nuit-là, Émilie rentra chez elle avec le cœur complètement transformé. Mathieu remarqua immédiatement le changement sur son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il, prenant ses mains dans les siennes. « Je crois qu'il est temps qu'ils connaissent la vérité, » dit Émilie. Pas à propos de l'argent, mais à propos du pardon. Mais le destin avait d'autres projets. 2 jours plus tard, lorsqu'Émilie arriva à l'hôpital pour sa visite habituelle, elle trouva une agitation inhabituelle. Son père s'était réveillé, mais son état était plus grave que prévu. Les médecins avaient appelé la famille d'immédiate, et Madame Élise était en panique parce qu'elle ne pouvait pas contacter sa fille. Quelle décision Émilie prendrait-elle lorsqu'elle découvrirait que son père s'était réveillé en l'appelant, mais qu'il était peut-être trop tard pour se réconcilier? Émilie courut dans les couloirs de l'hôpital, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre au-dessus du bruit de ses pas précipités. Lorsqu'elle arriva dans la chambre de son père, elle s'arrêta net en voyant la scène qui se déroulait sous ses yeux. Monsieur Robert était éveillé, mais son regard était celui d'un homme perdu dans un labyrinthe de confusion. Ses yeux, autrefois, si sûrs et déterminés, erraient maintenant dans la pièce sans reconnaître complètement où il se trouvait. Sa main droite tremblait légèrement, une séquelle de l'accident vasculaire cérébral que les médecins avaient anticipé. « Où est ma petite fille ?» murmura-t-il d'une voix rauque, s'adressant à une infirmière qui ajustait sa perfusion. « Je dois parler à mon Émilie. Je dois lui dire que j'ai eu tort. » Madame Élise, assise au bord du lit, prit la main de son mari, les larmes aux yeux. « Robert, mon amour, on essaie de la trouver. Mais beaucoup de mois se sont écoulés. »« Non !» Il secoua faiblement la tête. « Elle est là, je l'ai vue. Une jeune femme qui vient t'aider, qui parle comme elle, qui a ces mêmes yeux bienveillants. Mais quand j'essaie de me souvenir, tout devient flou. » Émilie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son père l'avait reconnue subconsciemment même, dans son état confus. Durant toutes ces visites déguisées, quelque chose en lui avait identifié sa fille. Le médecin s'approcha de Madame Élise pour parler en privé. « Madame Dubois, je dois être honnête avec vous. Votre mari a des épisodes de lucidité, mais aussi des moments de grande confusion. Les lésions cérébrales ont affecté une partie de sa mémoire à court terme, mais curieusement, ses souvenirs émotionnels les plus profonds restent intacts. C'est pourquoi il continue de demander après sa fille. Docteur,
Madame Élise essuya ses larmes. Combien de temps? C'est difficile à dire. On pourrait avoir des jours, des semaines, ou si nous avons de la chance, des mois. Mais chaque jour qui passe sans refermer les blessures émotionnelles qui le tourmentent, son état se détériorera plus rapidement. Cette nuit-là, Émilie prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle s'assit avec Mathieu dans son petit appartement, tandis que la pluie frappait doucement les fenêtres et que l'arôme du pain de la boulangerie d'en bas leur rappelait combien leur vie ensemble avait été simple et belle. « Je vais me révéler », lui dit-elle, sa voix ferme mais ses yeux pleins de larmes. « Je ne peux pas le laisser mourir avec cette douleur. » Mathieu hocha la tête comme s'il avait attendu cette décision. « Veux-tu que je vienne avec toi? Non, c'est quelque chose que je dois faire seul. Mais après, j'aimerais que tu connaisses mes parents comme il se doit. » Le lendemain, Émilie enfila la robe bleue qu'elle avait portée lors de son dernier Noël en famille, celle-là même que son père avait complimentée en lui disant qu'elle ressemblait à un ange. Elle s'approcha de la chambre d'hôpital à pas lents, se préparant mentalement à une rencontre qu'elle avait répétée 1000 fois dans son esprit, mais qu'elle savait serait complètement imprévisible. Son père était éveillé, regardant par la fenêtre le jardin de l'hôpital. Sa mère était sortie déjeuner, le laissant seul pour la première fois depuis des semaines. C'était le moment parfait. « Papa » dit-elle doucement depuis la porte. Monsieur Robert tourna la tête lentement, et lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de sa fille, son visage se transforma complètement. La confusion s'évanouit, les rides de l'inquiétude s'adoucirent, et pendant un instant il redevint l'homme fort et aimant qui avait été son héros dans l'enfance. « Émilie » murmura-t-il comme si prononcer son nom était une prière. « Je savais que c'était toi. Pendant toutes ces visites, mon cœur savait que c'était toi. » Elle s'approcha lentement du lit, et lorsqu'elle prit la main de son père, tous deux se mirent à pleurer silencieusement. « Papa, j'ai été là tout le temps. Je ne suis jamais vraiment parti. Pardonne-moi, ma fille, » sa voix se brisa. « Pardonne-moi d'avoir choisi l'orgueil plutôt que l'amour. Pardonne-moi de ne pas avoir vu que tu avais déjà trouvé la plus grande richesse, un cœur noble. Je te pardonne, papa. Je t'ai pardonné il y a longtemps. » Au cours des heures suivantes, père et fille conversèrent comme ils ne l'avaient pas fait depuis des années. Monsieur Robert lui raconta les erreurs qu'il avait commises dans les affaires après son départ, comment la perte de sa fille avait obscurci son jugement et l'avait amené à prendre des décisions désespérées. Émilie lui parla de sa nouvelle vie de Mathieu, des enfants qu'elle enseignait, de la paix qu'elle avait trouvée dans la simplicité. « Es-tu heureuse ?» lui demanda-t-il, étudiant son visage avec des yeux de père. « Complètement », répondit-elle sans hésiter. « Alors j'ai bien fait de te laisser partir, même si je l'ai fait pour les mauvaises raisons. » Lorsque Madame Élise revint et trouva sa fille près du lit, sa réaction fut immédiate et viscérale. Elle se jeta sur Émilie dans une étreinte, désespérée comme si elle craignait qu'elle ne soit une apparition qui pourrait s'évanouir à tout moment. « Ma fille, ma chère fille, » sanglota-t-elle contre ses cheveux, « nous avons été des imbéciles. Nous avons perdu tellement de temps. » Les jours qui suivirent furent un cadeau inattendu. Monsieur Robert, revitalisé par la présence de sa fille, montra des améliorations surprenantes. Les médecins ne pouvaient pas expliquer scientifiquement la transformation, mais quiconque les voyait ensemble comprenait le pouvoir guérisseur du pardon. Mathieu fut officiellement présenté aux parents d'Émilie, et à la surprise de tout, Monsieur Robert et lui trouvèrent des points communs. Tous deux avaient grandi en travaillant avec leurs mains. Tous deux comprenèrent la valeur de l'effort honnête, et tous deux aimaient profondément Émilie. « J'ai été un sot de ne pas voir ce que tu avais à l'intérieur, » dit Monsieur Robert. À Mathieu un après-midi. « Prends soin de ma fille comme je n'ai pas su le faire. »« Avec ma vie, » répondit Mathieu simplement. Pendant ces semaines précieuses, Émilie garda secrète sa véritable situation financière. Discrètement, par l'intermédiaire de fondations anonymes, elle fit en sorte que ses parents aient accès aux meilleurs soins médicaux, que sa mère puisse emménager dans un appartement digne, que les frais d'hospitalisation soient couverts sans qu'il sache d'où venait l'aide. Mais un soir, alors qu'elle veillait sur le sommeil de son père, Madame Élise s'assit à côté d'elle. « Émilie, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Les médecins nous ont dit que le traitement expérimental que reçoit ton père coûte une fortune, mais on ne nous a rien facturé. Ils disent qu'une fondation caritative couvre tous les frais. » Émilie garda le regard fixé sur son père endormi. « Parfois, les anges travaillent en silence, maman. Tu sais quelque chose de ça ?» insista sa mère avec l'intuition que seules les mères possèdent.
Je sais seulement qu'il y a des gens bien dans le monde qui aident sans attendre de reconnaissance. Madame Élise étudia le visage de sa fille pendant un long moment, et bien qu'elle ne dit rien de plus, ses yeux reflétèrent une compréhension plus profonde. Un matin, 3 semaines après la réconciliation, M. Robert se réveilla avec une clarté mentale qu'il n'avait pas montrée depuis l'accident vasculaire cérébral. Il demanda que l'on appelle Émilie et Mathieu, et lorsqu'ils furent tous 2 près de son lit, il prit les mains de sa fille dans les siennes. « Émilie, il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire avant qu'il ne soit trop tard. Papa ne parle pas comme ça, tu vas mieux. Écoute-moi s'il te plaît. » Sa voix était douce mais déterminée. « Pendant toutes ces années à construire, mon entreprise, je croyais que la richesse se mesurait en biens et en comptes bancaires. Mais tu m'as appris que la vraie richesse est dans l'amour, dans le pardon, dans la capacité de relever les autres quand ils sont tombés. » Il se tourna vers Mathieu. « Jeune homme, quand je t'ai rencontré, je n'ai vu que ce que tu n'avais pas. Maintenant, je vois ce que tu possèdes. L'intégrité, l'amour véritable et la force de rendre ma fille heureuse. Tu es plus riche que n'importe quel homme que j'ai connu. » Puis il regarda de nouveau Émilie. « Et toi, ma fille, tu es la femme la plus riche du monde, non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu donnes. Tu as été mon salut. » Cette nuit-là, M. Robert décéda en paix, la main de sa fille dans la sienne, et le pardon illuminant son visage. Avez-vous déjà pardonné à quelqu'un qui vous a profondément blessé? Partagez votre expérience dans les commentaires. Les funérailles de M. Robert Dubois furent différentes de ce qu'elles auraient été dans sa vie antérieure. Au lieu d'une cérémonie fastueuse dans la cathédrale principale de Lyon, Émilie et sa mère organisèrent des adieux intimes dans une petite chapelle du quartier où elle vivait désormais. Les assistants n'étaient pas des hommes d'affaires en costume coûteux, mais les personnes qui avaient reconnu l'homme que M. Robert était devenu dans ces derniers jours, les infirmières de l'hôpital, les ouvriers du bâtiment qui avaient travaillé pour lui il y a des années, les voisins de la nouvelle communauté de Madame Élise, et bien sûr les élèves d'Émilie qui arrivèrent avec des dessins et des lettres pour la maîtresse qui les aimait comme ses enfants. Pendant la cérémonie, Émilie parla de la transformation de son père, de la façon dont il avait appris que le véritable succès ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on est capable de donner et de pardonner. Ces paroles résonnèrent dans le petit espace, et beaucoup des présents essuyèrent des larmes silencieuses. Après la cérémonie, tandis que les invités partageaient un repas simple préparé par les femmes du quartier, un homme d'âge moyen s'approcha d'Émilie. Il portait un costume modeste mais bien entretenu et tenait dans ses mains un dossier de documents. « Mademoiselle Dubois, dit-il avec respect, je suis maître Rambert, l'avocat de votre père. Il m'a demandé de vous remettre ceci après ses funérailles. » Émilie prit le dossier de ses mains tremblantes. À l'intérieur, elle trouva une lettre écrite avec l'écriture tremblante, mais reconnaissable de son père, et plusieurs documents, légaux. La lettre disait « Ma chère Émilie, si vous lisez ceci, cela signifie que je suis parti, mais que j'ai eu la bénédiction de partir en paix, grâce à votre pardon. Durant mes derniers jours, pendant que vous pensiez que je ne me rendais pas compte, j'ai discrètement enquêté sur votre vie depuis que vous avez quitté la maison. J'ai découvert des choses qui m'ont rempli d'une fierté que je ne savais pas. Comment exprimer? J'ai appris le terrain que vous avez hérité de votre grand-mère, la vente que vous avez faite, l'argent que vous avez utilisé, non pas pour vivre dans le luxe, mais pour aider les autres en silence. Mon contact au registre foncier m'a parlé des fondations anonymes des écoles, que vous avez soutenu des familles, que vous avez aidées sans que personne ne sache votre nom. Je ne suis pas surpris, mon amour. Vous avez toujours été spécial. Vous avez toujours eu un cœur plus grand que celui de n'importe qui d'autre que j'ai connu. Ce qui me surprend, c'est ma propre cécité de ne pas avoir vu dès le début à quel point vous êtes extraordinaire. Dans ces documents, vous trouverez l'acte de propriété de 2 biens que j'ai réussi à sauver avant que tout ne s'effondre. Il ne représente pas grand-chose comparé à ce que nous avons perdu, mais je veux qu'il soit à vous. Utilisez-le comme vous savez le faire pour faire le bien. Mais plus important que toute propriété est cette requête, s'il vous plaît. Prenez soin de votre mère. Elle a autant changé que moi et elle comprend maintenant ce qui compte vraiment dans la vie. Vous avez l'une l'autre et cela est plus précieux que tout héritage. Dites merci à Mathieu de ma part. Il vous a donné l'amour que vous méritiez quand je n'ai pas été capable de le faire. C'est un homme d'honneur et je sais que vous serez heureuse à ses côtés.
Enfin, je veux que vous sachiez que ces jours ont été les plus heureux de ma vie, non pas parce que je mourais, mais parce que j'ai pu vous voir fleurir comme la femme extraordinaire que vous avez toujours su que vous pouviez être. Je vous aime. Au-delà des mots, ma fille, votre père Robert. Émilie lut la lettre 3 fois avant de pouvoir parler. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, elle trouva sa mère et Mathieu, qui attendaient patiemment respectant son moment privé avec les derniers mots de son père. « Je savais », murmura Émilie. « Je savais pour l'argent, pour tout. »« Quel argent ?» demanda Madame Élise, confuse. Pour la première fois en 2 ans, Émilie raconta à sa mère la vérité complète sur l'héritage de sa grand-mère sur la vente. Du terrain sur la façon dont elle utilisait cette fortune pour aider les autres, y compris eux-mêmes pendant la maladie de Monsieur Robert. La réaction de Madame Élise fut silencieuse au début. Elle s'assit lentement sur une chaise, réalisant l'ampleur de ce que sa fille lui révélait. « Alors, tout ce temps vous avez été... »« Riche en argent, oui, » confirma Émilie, « mais plus riche en but. Et nous avons vécu de votre charité. Non, maman, vous avez vécu de mon amour. » Madame Élise se mit à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. « Ton père avait raison. Tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Et moi, j'ai été aussi aveugle que lui. Les mois qui suivirent apportèrent de beaux changements dans la vie de tous. » Madame Élise emménagea dans un appartement près de celui d'Émilie et de Mathieu, devenant une grand-mère adoptive pour les élèves de sa fille et une compagne constante dans les projets d'aide communautaire qu'Émilie dirigeait discrètement. « Ah, je n'aurais jamais cru que je serais aussi heureuse de vivre dans un petit appartement », confia Madame Élise à sa fille un soir, alors qu'elle préparait des plats à emporter pour un foyer d'accueil. « Avant, je croyais que j'avais besoin d'une grande maison pour être importante. Maintenant, je sais que ce qui est important, c'est d'avoir un grand cœur. » Mathieu termina ses études d'ingénieur et commença à travailler sur des projets de construction de logements pour les familles à faible revenu dont beaucoup étaient financés secrètement par les fondations d'Émilie. Leur relation s'était encore renforcée grâce à toutes les épreuves qu'ils avaient traversées ensemble. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le centre historique de Lyon, Mathieu s'arrêta devant la même cathédrale qu'ils pouvaient voir de leurs fenêtres. Les lumières dorées illuminaient la façade coloniale et le son des cloches annonçait 9 heures du soir. « Émilie, dit-il, prenant ses mains dans les siennes, ces 2 années avec toi ont été les plus importantes de ma vie. Non pas parce que j'ai découvert que tu étais millionnaire, sourit-il doucement, mais parce que j'ai découvert chaque jour à quel point tu es extraordinaire à l'intérieur. » Il s'agenouilla là même sur les pierres usées par des siècles d'histoire et sortit une simple bague de sa poche. Ce n'était pas le plus gros diamant ni le design le plus élaboré, mais elle avait été faite à la main par un bijoutier du quartier, avec du métal recyclé et une petite pierre qui brillait de sa propre lumière. « Je ne peux pas t'offrir de richesses, car tu les as déjà. Je ne peux pas t'offrir une vie facile, car tu as déjà choisi une vie avec un but. Mais je peux t'offrir tout mon cœur, mon engagement à marcher avec toi dans ce beau chaos qu'est l'aide aux autres, et la promesse que je n'aurai jamais honte de qui tu es ou de ce que tu fais. » Les larmes coulaient sur les joues d'Émilie, alors qu'elle hochait la tête encore et encore. « Oui, Mathieu, 1000 fois oui. » Le mariage fut célébré 6 mois plus tard dans le même jardin communautaire où Émilie avait commencé à enseigner à lire aux personnes âgées. Il n'y eut ni liste d'invités exclusive, ni décoration coûteuse. À la place, il y eut des fleurs sauvages, cueillies par les enfants du quartier de la musique, jouées par un groupe local, et un repas préparé entre tous les amis qu'ils avaient rencontrés dans leur nouvelle vie. Madame Élise, radieuse dans une robe simple mais élégante, mena sa fille jusqu'à l'autel improvisé. Pendant la cérémonie, le prêtre de la paroisse locale parla de l'amour qui transforme des richesses qui ne peuvent être mesurées et de l'importance de construire une vie basée sur le service aux autres. Lorsque vint le moment des vœux, Émilie parla d'une voix claire qui parvint à tous les recoins du jardin. « Mathieu, tu m'as appris que le véritable amour n'a pas de prix et que la plus grande richesse est de trouver quelqu'un qui voit ton âme et l'aime complètement. Je promets de marcher à tes côtés non seulement dans les jours d'abondance, mais chaque jour où nous choisirons de faire du monde un endroit plus bienveillant. » Mathieu, les larmes aux yeux, répondit « Émilie, tu m'as appris que le plus grand courage est de choisir l'amour plutôt que la peur, la compassion plutôt que l'orgueil. Je promets d'être ton compagnon dans chaque acte de bonté,
dans chaque moment de don de soi, dans chaque jour où nous déciderons que donner est plus important que recevoir. La célébration se prolongea jusqu'aux petites heures du matin. Les Sata, invités, n'étaient pas des hommes d'affaires influents, ni des personnalités sociales de premier plan, mais les personnes qui avaient touché leur vie de manière réelle, des élèves, qui savaient désormais lire des familles, qui avaient reçu une aide anonyme des travailleurs, qui avaient trouvé un emploi grâce au programme secret d'Émilie, et des voisins qui les aimaient simplement pour ce qu'ils étaient. Pendant la fête, une journaliste locale qui avait enquêté sur les mystérieuses fondations caritatives qui opéraient dans la ville s'approcha d'Émilie. Elle avait recoupé suffisamment d'indices pour soupçonner la vérité. « Madame Leclerc, dit-elle avec respect, je crois que vous êtes la personne derrière Lumière pour tous et les autres organisations qui ont aidé silencieusement tant de familles à Lyon. » Émilie la regarda sereinement. « Et si c'était le cas? J'aimerais écrire votre histoire. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des personnes comme vous qui font le bien sans chercher de reconnaissance. » Émilie examina la proposition avec soin. Pendant si longtemps, elle avait gardé l'anonymat, convaincue que les bonnes actions perdaient leur pouvoir quand elles étaient rendues publiques. Mais peut-être était-il temps que son histoire inspire d'autres. « Vous pouvez écrire l'histoire, dit-elle finalement, mais à une condition. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit du message. Il s'agit de montrer que n'importe qui peut choisir d'utiliser ce qu'il a beaucoup ou peu pour rendre la vie des autres meilleure. » L'article fut publié 3 mois plus tard dans le journal local et fut rapidement repris par les médias nationaux. Mais au lieu de sensationnaliser l'histoire de la millionnaire secrète, la journaliste se concentra sur le message le plus profond, comment une jeune femme avait choisi de transformer la douleur du rejet en une force pour guérir sa communauté. La réponse fut bouleversante. Des personnes de toute la ville commencèrent à contacter Émilie, non pas pour lui demander de l'argent, mais pour lui demander comment elle pouvait aider. Un réseau de bénévoles se forma qui s'étendit au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Des professeurs qui offraient des cours gratuits, des médecins qui donnaient des consultations, des entrepreneurs locaux qui créaient des emplois pour les personnes en situation vulnérable. « Regarde ce que tu as créé », lui dit Mathieu un soir tandis qu'ils observèrent de leur fenêtre comment un groupe de voisins organisait une fête de la santé gratuite sur la place. Tu n'as pas seulement aidé avec de l'argent, tu as inspiré toute une communauté à devenir meilleure. Que pensez-vous qu'il se serait passé si Émilie avait choisi de vivre luxueusement au lieu d'aider les autres en secret? 1 an après le mariage, Émilie et Mathieu reçurent une invitation inattendue. L'Université de Lyon souhaitait décerner à Émilie une distinction honorifique pour sa contribution au développement social de la ville. Au début, elle voulut refuser, fidèle à sa philosophie de travailler sans chercher de reconnaissance. Mais Madame Élise la convainquit d'accepter. « Ma chérie, parfois nous devons être visibles pour que les autres sachent que c'est possible. Ton histoire peut inspirer une nouvelle génération. » La cérémonie eut lieu dans l'amphithéâtre principal de l'université, rempli d'étudiants universitaires et de leaders communautaires. Quand Émilie monta sur l'estrade pour recevoir la distinction, elle vit dans le public des visages familiers, ses anciens élèves, dont certains étaient maintenant à l'université grâce à des bourses qu'elle avait financées anonymement, des familles entières qui étaient sorties de la pauvreté grâce au programme de formation professionnelle des mères célibataires qui avaient maintenant des garderies gratuites pour leurs enfants. Dans son discours d'acceptation, Émilie parla avec une passion qui électrisa toute l'audience. « Il y a 3 ans, je me suis retrouvée à la croisée des chemins. Je pouvais choisir l'amertume face au rejet ou je pouvais choisir de transformer cette douleur en un but. J'ai choisi le but. Non pas parce que j'étais particulièrement noble ou parce que j'avais des ressources extraordinaires, mais parce que j'ai compris quelque chose de fondamental. Nous avons tous quelque chose à donner. Et lorsque nous donnons sans rien attendre en retour, nous ne transformons pas seulement la vie des autres, nous nous transformons nous-mêmes. » Ces paroles résonnèrent au-delà de l'amphithéâtre. Le discours fut partagé sur les réseaux sociaux, reproduit dans des émissions de radio et cité dans les éditoriaux des journaux. Mais le plus important fut l'effet qu'il eut sur les jeunes. Présents. Après la cérémonie, une étudiante de première année s'approcha d'Émilie, les larmes aux yeux. « Madame Leclerc, je viens d'une famille très pauvre. J'ai toujours pensé que pour aider les autres, il fallait d'abord devenir riche et célèbre. Mais vous m'avez appris que je peux commencer maintenant avec le peu que j'ai. »
Cette conversation se multiplia en des dizaines de rencontres similaires. Des étudiants qui ont commencé des programmes de tutorat gratuits pour les enfants du primaire. De jeunes professionnels qui ont consacré des heures de week-end à enseigner des compétences techniques dans des communautés défavorisées. Des familles de la classe moyenne qui ont adopté la philosophie de donner avant d'avoir plus. 6 mois plus tard, Émilie découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle remplit de joie toute la famille élargie qu'ils avaient créée. Madame Élise, qui avait trouvé une nouvelle raison d'être dans son rôle de grand-mère adoptive de la communauté, était ravie à l'idée d'avoir un petit enfant biologique. Ce bébé va naître dans un monde meilleur grâce à tout ce que vous avez construit, dit-elle à Émilie pendant qu'elle lui tricotait une couverture en laine douce. Pendant la grossesse, Émilie réduisit ses activités physiques, mais augmenta son travail de planification et de coordination. Il y avait quelque chose de poétique à créer la vie, tout en donnant simultanément vie à de nouveaux projets sociaux. Mathieu, qui avait été promu superviseur dans son entreprise de construction, grâce à son dévouement et à ses compétences, partageait son temps entre son travail rémunéré et la supervision des projets de logements sociaux que finançait secrètement son épouse. Un après-midi, alors qu'Émilie organisait des documents dans son bureau improvisé à la maison, elle trouva une vieille lettre de son père qu'elle avait conservée parmi ses papiers. C'était une note qu'il lui avait écrite quand elle avait 10 ans après une fête scolaire où elle avait organisé une collecte de jouets pour les enfants dans le besoin. La lettre disait « Ma chère Émilie, aujourd'hui j'ai vu quelque chose de spécial en toi. Alors que les autres enfants ne pensaient qu'à recevoir toi, tu pensais à donner. C'est une qualité rare et précieuse. J'espère que tu ne la perdras. Jamais, car le monde a besoin de plus de personnes comme toi. » Les larmes brouillèrent sa vue alors qu'elle lisait les mots prophétiques de son père. Même en ces jours d'abondance matérielle, il avait vu l'essence de ce qu'elle était destinée à être. Peut-être son rejet des années plus tard n'avait pas été seulement le produit de l'orgueil, mais aussi de la peur d'un père qui savait que sa fille était destinée à un chemin plus difficile, mais plus significatif que celui qu'il pouvait lui offrir. Le bébé naquit au petit matin du printemps, lorsque les cerisiers du Japon de Lyon étaient en pleine floraison et recouvraient les rues d'un manteau pourpre. Robert Mathieu Leclerc Dubois arriva au monde avec les yeux curieux de sa mère et le sourire paisible de son père. Madame Élise, présente à l'accouchement, pleura de joie en tenant son petit-fils pour la première fois. « Il est parfait », murmura-t-elle, « et il grandira en sachant que l'amour est plus fort que toute autre chose dans ce monde. » Les premiers mois de maternité furent une révélation pour Émilie. Tandis qu'elle allaitait son fils dans les petits matins silencieux, elle réfléchissait au cycle complet qu'elle avait vécu d'être une fille rejetée, à devenir une mère aimée, d'hériter de l'argent, à hériter d'un but de perdre une famille, à créer une communauté. Un soir, tandis que Mathieu dormait et qu'elle veillait sur le sommeil du bébé, elle reçut un appel inattendu. C'était la même journaliste qui avait écrit son histoire originale. « Madame Leclerc, excusez-moi de vous appeler si tard, mais j'ai des nouvelles qui, je crois, vont vous émouvoir. Votre histoire a inspiré une femme d'affaires à Paris à créer une fondation similaire. Et il y a plus, nous avons des rapports d'initiatives similaires à Marseille-Bordeaux et même à Bruxelles. Votre exemple se multiplie dans tout le monde francophone. » Émilie sentit une émotion profonde qu'elle ne pouvait pas décrire avec des mots. Ce n'était pas de la fierté personnelle. C'était quelque chose de plus grand, la compréhension que les actions bienveillantes avaient réellement le pouvoir de créer des ondes qui s'étendaient bien au-delà de ce qu'une personne pouvait imaginer. Comment s'appellent ces initiatives, demanda-t-elle. Elles ont toutes adopté des variations du même nom. Lumière pour tous, une lumière d'espoir, lumière dans l'obscurité. C'est comme si votre message original avait trouvé un écho dans des cœurs qui attendaient exactement cette inspiration. Après avoir raccroché, Émilie réveilla doucement Mathieu pour partager la nouvelle. Il l'écouta avec un sourire qui illuminait son visage dans la pénombre de la chambre. « Tu te rends compte de ce que tu as accompli ?» lui dit-il, l'embrassant avec le bébé. « Tu n'as pas seulement transformé ta douleur en un but, tu as créé un mouvement. Ce n'est pas moi seul, » répondit Émilie. « C'était l'amour que mon père m'a donné avant de se perdre dans la peur. L'amour que tu m'as donné quand j'en avais le plus besoin. L'amour que ma mère a trouvé quand elle a laissé de côté son orgueil. L'amour que cette communauté m'a rendu multiplié. Je n'étais que le canal. » Le lendemain,
Émilie prit une décision qui marquerait la prochaine étape de sa vie. Utilisant une partie de sa fortune restante, elle créa une fondation formelle et transparente, appelée Réseau de Lumière, dont le but était non seulement de poursuivre les projets locaux, mais aussi de soutenir et de connecter toutes les initiatives similaires qui naissaient dans d'autres villes. Le bureau de la Fondation fut installé dans le même quartier où il vivait dans un bâtiment modeste, mais fonctionnel qui avait été une ancienne usine textile. Les murs se remplirent de cartes marquant chaque nouvelle lumière, qui s'allumait dans différentes villes de photographies de familles bénéficiaires de lettres de remerciement de personnes qui avaient trouvé l'espoir grâce au programme. Mais le plus beau de tout, c'est que la Fondation devint un lieu de rencontre pour des personnes de tous les milieux sociaux qui voulaient contribuer. Des entrepreneurs prospères travaillaient côte à côte avec des étudiants universitaires. Des femmes au foyer organisaient des événements avec des professionnels retraités. Le bureau fourmillait constamment de l'énergie des personnes qui avaient découvert la joie de donner. Un jour, 2 ans après la naissance de Robert, Émilie reçut une visite inattendue. Une femme élégante d'une 60aine d'années, accompagnée d'un homme plus jeune qui était clairement son fils, se présenta au bureau de la Fondation. « Madame Leclerc, dit la femme d'une voix émue, je m'appelle Patricia Moreau et voici mon fils Charles. Nous avons fait le voyage de Paris spécifiquement pour vous rencontrer. » Émilie les invita à s'asseoir dans le hall d'accueil où de petites œuvres d'art faites par les enfants de la communauté décoraient les murs. « Il y a 3 ans, continua Patricia, mon fils a traversé une crise terrible. Il avait perdu son emploi, traversé un divorce difficile et était tombé dans une profonde dépression. Un soir, il a trouvé l'article sur votre histoire sur Internet. Et quelque chose a changé en lui. » Charles prit la parole, les yeux brillants de gratitude. « Madame Leclerc, votre histoire m'a sauvé la vie. Pas de manière dramatique, mais de manière silencieuse et profonde. Elle m'a appris que lorsque tout semble perdu, nous pouvons toujours choisir d'être utiles aux autres. J'ai commencé comme bénévole dans une cantine seulement quelques heures par semaine. Petit à petit, aider les autres m'a aidé à guérir. Et maintenant, ajouta Patricia avec une fierté maternelle, Charles dirige son propre programme de réinsertion professionnelle pour les personnes qui ont traversé des crises similaires à la sienne. Nous sommes venus vous inviter à connaître notre travail et à voir si nous pouvons collaborer. » Cette conversation devint la première de nombreuses autres. Au cours des mois suivants, Émilie et Mathieu voyagèrent dans toute la France, visitant les différentes lumières qui s'étaient allumées en s'inspirant de leur histoire. Chaque endroit avait sa propre personnalité, ses propres défis, mais tous partageaient le même esprit, la conviction que le changement positif commence par une personne disposée à faire le premier pas. À Marseille, ils rencontrèrent un groupe d'ingénieurs qui avaient développé une technologie gratuite pour les communautés rurales. À Bordeaux, un réseau de cuisinières traditionnelles qui enseignaient des métiers tout en préservant la culture gastronomique locale. En Bretagne, un collectif d'artistes qui utilisait l'art pour soigner les traumatismes communautaires. Chaque visite enrichissait leurs perspectives et renforçait leur conviction qu'ils avaient trouvé non seulement leur but individuel, mais aussi un mode de vie qui pouvait être répliqué et adapté à n'importe quel contexte. Lors de l'un de ces voyages, alors qu'ils admiraient le coucher de soleil depuis un belvédère à Saint-Malo, Mathieu posa une question à Émilie qui la fit réfléchir profondément. « Pensais-tu que tu en serais arrivé là, si ton père ne t'avait rejeté, si tu avais eu une vie facile dès le début ?» Émilie médita sur la question tout en berçant doucement Robert qui dormait dans ses bras. « Je crois que la douleur a été mon professeur le plus sévère mais le plus efficace, » répondit-elle finalement. Elle m'a enseigné l'empathie d'une manière que le confort n'aurait jamais pu faire, mais je crois aussi que la graine a toujours été là. Mon père l'a vue quand j'étais enfant. Peut-être que la douleur l'a simplement aidé à grandir plus fort. Et si un jour Robert fait face à quelque chose de similaire, comment allons-nous le préparer? Nous lui enseignerons que le véritable amour n'est jamais conditionnel, mais nous lui montrerons également que la vie la plus pleine vient de servir quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et si un jour il commet des erreurs ou prend des décisions que nous ne comprenons pas, nous nous souviendrons que le pardon est le pont le plus court entre la douleur et la paix. Ils retournèrent à Lyon, le cœur rempli et une vision élargie de ce que leur travail pouvait devenir. Le réseau de lumière avait tellement grandi qu'ils avaient besoin d'aide professionnelle pour coordonner toutes les initiatives. Ils embauchèrent une petite équipe de travailleurs sociaux et d'administrateurs,
mais ils conservèrent le bureau dans le même quartier et gardèrent la philosophie selon laquelle tous, du directeur au concierge, devaient passer du temps chaque semaine à travailler directement avec les communautés bénéficiaires. Pour le 5e anniversaire de sa réconciliation avec son père, Émilie organisa une cérémonie spéciale au cimetière où il reposait. Ce n'était pas un événement funéraire, mais une célébration de la vie. Elle invita toutes les personnes dont les vies avaient été touchées par le travail né de son pardon. Les familles qui avaient maintenant des logements décents, les jeunes qui avaient reçu des bourses universitaires, les personnes âgées qui avaient trouvé une communauté dans les centres de jour, les enfants qui avaient appris à lire dans les programmes d'alphabétisation. Devant la tombe simple de M. Robert, Émilie parla non seulement aux personnes présentes, mais comme si son père pouvait l'entendre. « Papa, il y a 5 ans, tu m'as dit que je n'aurais jamais rien parce que j'avais choisi l'amour plutôt que l'argent. Aujourd'hui, je viens te dire que tu avais raison et que tu avais tort en même temps. Tu as raison de dire que je n'ai jamais eu rien dans le sens que tu comprenais, mais tu avais tort parce qu'il s'avère que tout avoir signifie quelque chose de complètement différent. » Sa voix devint plus forte au fur et à mesure qu'elle continuait. « J'ai une famille qui m'aime inconditionnellement. J'ai une communauté qui m'a accueilli comme la sienne. J'ai le privilège de me réveiller chaque jour en sachant que ma vie a un but. J'ai la joie de voir les autres s'épanouir. Et j'ai la paix de savoir que lorsque mon heure viendra, j'aurai utilisé chaque jour pour rendre ce monde un peu plus lumineux. » Les larmes coulaient librement sur les joues de beaucoup de personnes présentes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance, de gratitude, d'inspiration. Madame Élise, désormais, une femme aux cheveux complètement blancs, mais aux yeux brillants d'une vitalité renouvelée, s'approcha de la tombe et déposa une couronne de fleurs sauvages. « Robert, mon amour, murmura-t-elle, regarde ce que notre fille a construit sur les fondations du pardon. Regarde combien de vies s'épanouissent parce qu'elle a choisi de guérir au lieu de ressentir du ressentiment. Je suis sûr que tu es fière. » Ce soir-là, la famille élargie se réunit dans le jardin communautaire, où le mariage d'Émilie et Mathieu avait été célébré. Ils avaient accroché des guirlandes lumineuses entre les arbres, et les tables étaient remplies de nourriture, préparée par les femmes du quartier. Les enfants couraient entre les adultes, leurs rires emplissant l'air d'une joie pure. Robert, désormais un enfant de 2 ans avec la curiosité naturelle de son âge, courait entre les jambes des invités, recevant des caresses et des sourires de personnes qui le voyaient non seulement comme le fils d'Émilie et de Mathieu, mais comme le symbole vivant que l'amour trouve toujours un moyen de continuer. Tandis qu'elle observait son fils jouer, Émilie ressentit une paix profonde qui lui venait jusqu'aux os. Sa vie avait pris tant de tournants inattendus, elle avait traversé tant de vallées de douleur et de montagnes de joie, mais elle était finalement arrivée à un endroit où chaque pièce s'emboîtait parfaitement. Mathieu s'approcha par derrière et l'entoura de ses bras, regardant vers le même point où elle dirigeait son regard. « À quoi pensais-tu » lui demanda-t-il doucement. « Que mon père avait raison sur autre chose, » répondit Émilie. « Il m'a dit une fois que j'avais choisi l'amour, plutôt que la richesse. Mais maintenant, je comprends que je n'ai pas choisi une chose plutôt que l'autre. J'ai choisi une façon différente de comprendre ce que signifie être riche. Et quelle est cette façon ? Être riche, c'est avoir quelque chose de précieux, à donner. Et plus tu donnes, plus tu deviens riche. » La conversation fut interrompue par Robert qui avait décidé qu'il voulait l'attention de ses parents. Ils le soulevèrent tous les deux, et tandis que l'enfant riait avec délice, Émilie sut avec une certitude absolue qu'elle avait pris toutes les bonnes décisions. Les années qui suivirent apportèrent de nouveaux défis et de nouvelles joies. Le réseau de lumière s'étendit à l'international avec des initiatives en Espagne, en Argentine, en Colombie et dans d'autres pays hispanophones. Émilie devint une conférencière recherchée, mais affirma toujours que son foyer et son travail de base étaient à Lyon, dans le quartier qui l'avait accueillie quand elle avait tout perdu. Robert grandit entouré de la philosophie du service. Dès son plus jeune âge, il accompagnait ses parents aux activités de la fondation, jouait avec des enfants de toutes les classes sociales et apprenait qu'aider les autres n'était pas une obligation, mais une joie. Un jour, alors que Robert avait 7 ans, il rentra de l'école avec une question qui prit Émilie par surprise. « Maman, mon maître nous a dit d'écrire sur ce qui rend une personne riche. Tous mes camarades ont écrit sur de grandes maisons et de belles voitures. Mais je ne sais pas quoi écrire parce que nous avons une petite maison et une vieille voiture,
Mais tu dis toujours que nous sommes très riches. » Émilie s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de son fils et le regarda, droit dans les yeux. « Robert, te sens-tu riche ?» L'enfant réfléchit sérieusement avant de répondre. « Oui, je me sens riche parce que j'ai des parents qui m'aiment, des grands-parents qui me gâtent, beaucoup d'amis, et parce que chaque jour nous faisons des choses qui aident les autres. Je me sens riche parce que je suis heureux. » « Alors tu as déjà… » « Ta réponse, sourit Émilie. « Écris là-dessus. » Le devoir de Robert devint une petite sensation à l'école. L'institutrice le partagea avec d'autres collègues, et bientôt Émilie reçut des invitations pour parler de la manière d'élever des enfants avec des valeurs de service dans un monde de plus en plus matérialiste. Mais peut-être le moment le plus significatif de cette étape de sa vie arriva lorsque Robert eut 10 ans, le même âge qu'Émilie avait quand son père avait écrit cette lettre prophétique sur son caractère généreux. Pour célébrer son anniversaire, Robert avait demandé quelque chose d'inhabituel au lieu d'une fête traditionnelle, avec des cadeaux. Il voulait organiser une collecte de fournitures scolaires pour les enfants d'une école rurale qu'ils avaient récemment visitée avec la fondation. « Mais mon fils, lui dit Mathieu, c'est ton anniversaire, c'est censé être toi qui reçois des cadeaux. »« Papa, répondit Robert avec un sérieux qui surprenait chez quelqu'un d'aussi jeune, le plus beau cadeau que je puisse avoir, c'est de savoir que d'autres enfants vont pouvoir mieux étudier. En plus, maman dit toujours que quand on donne, on reçoit le double. » La fête d'anniversaire se transforma en une journée de collecte qui impliqua toute la communauté. Les camarades de classe de Robert arrivèrent avec des cartables, des cahiers, des crayons et des livres. Les voisins contribuèrent avec du matériel pédagogique et des jouets éducatifs. À la fin de la journée, ils avaient réuni suffisamment de fournitures pour approvisionner non seulement l'école rurale qu'ils avaient prévu d'aider, mais aussi 3 autres écoles dans des communautés voisines. Ce soir-là, tandis qu'il comptait et organisait tout ce qui avait été collecté, Robert s'approcha de sa mère, les yeux brillants d'émotion. « Maman, je crois que je comprends pourquoi grand-père Robert était fier de toi, depuis que tu es petite. C'est vraiment bien d'aider les autres. » Émilie sentit que le cercle s'était parfaitement refermé. Son fils n'avait pas hérité d'argent, mais de quelque chose de beaucoup plus précieux, la compréhension intuitive que le vrai bonheur vient de rendre les autres heureux. Les années d'adolescence de Robert apportèrent les défis typiques de cet âge, mais confirmèrent également que les valeurs semées en lui avaient pris de profondes racines. Lorsque vint le moment de choisir l'université et la carrière, ses parents furent agréablement surpris par sa décision. « Je veux étudier le développement communautaire », leur annonça-t-il un soir pendant le dîner. « Je veux apprendre formellement tout ce que vous m'avez enseigné par l'exemple pour pouvoir l'emmener encore plus loin. »« Es-tu sûr ?» lui demanda Mathieu. « Tu pourrais étudier n'importe quoi. Tu as les notes pour entrer en médecine, en ingénierie et en droit. » « Papa, j'ai grandi en voyant que le travail le plus important du monde est d'aider les communautés à développer leur propre potentiel. Je veux y consacrer ma vie, mais je veux le faire avec des connaissances scientifiques, pas seulement avec de bonnes intentions. » La décision de Robert marqua le début d'une nouvelle étape pour toute la famille. Pendant qu'il étudiait le développement communautaire à l'université de Lyon, Émilie et Mathieu commencèrent à planifier la transition progressive du leadership de la Fondation à la prochaine génération. Pendant les années universitaires, de Robert, la Fondation avait grandi jusqu'à devenir un réseau international avec plus de 50 nœuds dans différentes villes. Chaque nœud maintenait son autonomie locale, mais partageait les ressources, les expériences et les meilleures pratiques avec les autres. Ce qui avait commencé comme l'histoire personnelle d'une jeune femme rejetée par son père était devenu un mouvement mondial de changement social. Lorsque Robert obtint son diplôme summa cum laude et avec une thèse sur « Modèle de développement communautaire sostenible basado en economia de reciprocità », Émilie ressentit une fierté qui transcendait le maternel pour devenir quelque chose de plus profond, la satisfaction de savoir que son héritage serait entre de bonnes mains. La cérémonie de remise des diplômes eut lieu dans le même amphithéâtre où Émilie avait reçu sa distinction honorifique des années auparavant. Lorsque Robert traversa la scène pour recevoir son diplôme, le public éclata en applaudissements, non seulement pour lui, mais pour ce qu'il représentait, la preuve vivante qu'il est possible d'élever la prochaine génération avec des valeurs de service et d'excellence académique en même temps. Dans son discours en tant que représentant de la promotion,
Robert parla de quelque chose qu'il appela « richesse générationnelle ». Mes parents m'ont appris que la vraie richesse n'est pas ce que vous accumulez pour vous-même, mais ce que vous construisez pour que les autres puissent construire à leur tour. Aujourd'hui, je suis diplômé non seulement avec un diplôme universitaire, mais avec la responsabilité de continuer à construire un monde où chaque personne a la possibilité de développer son potentiel maximal. Ces paroles résonnèrent profondément dans l'audience, en particulier parmi les jeunes présents. Après la cérémonie, des dizaines d'étudiants s'approchèrent de lui pour se renseigner sur les possibilités de bénévolat et de collaboration avec la Fondation. Ce soir-là, pendant la célébration familiale, Madame Élise, désormais une femme de 75 ans mais toujours vibrante et active, demanda l'attention de tous les présents. « Je veux porter un toast », dit-elle, levant son verre d'eau. « Il y a 15 ans, je pensais avoir perdu ma fille à jamais. Je croyais que sa décision de choisir l'amour plutôt que nos attentes sociales était la fin de notre monde. Aujourd'hui, en regardant tout ce qui a fleuri depuis cette décision, qui m'a alors paru si terrible, je comprends que c'était le véritable commencement. » Elle s'adressa spécifiquement à Robert. « Petit-fils chéri, tu as grandi dans un monde que tes parents ont construit sur les fondations du pardon et du service. Maintenant, c'est à toi de prendre ces fondations et de construire quelque chose d'encore plus beau pour la prochaine génération. » Puis elle regarda Émilie et Mathieu. « Et vous, mes enfants de cœur, vous avez démontré que le véritable amour n'unit pas seulement deux personnes, mais crée des ondes qui touchent des milliers de vies. Robert Dubois, où que tu sois, je sais que tu es fier de ce que notre famille est devenue. » Le toast fut suivi d'un silence ému, puis par des embrassades qui semblèrent durer éternellement. À ce moment-là, tandis que toute la famille élargie se réunissait dans une étreinte collective, Émilie sentit la présence presque tangible de son père, comme s'il avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait depuis ce jour douloureux dans son bureau. Les mois qui suivirent la remise des diplômes de Robert furent ceux de la transition et de la croissance. Il intégra officiellement la Fondation, mais pas en tant qu'héritier privilégié, mais comme n'importe quel autre nouvel employé. Il commença par travailler directement dans les communautés, en mettant en œuvre des programmes pilotes, basés sur les méthodologies qu'il avait étudiées à l'université. Son premier projet indépendant se déroula dans une communauté rurale à 2 heures de Lyon, où les familles paysannes luttaient contre la migration des jeunes vers les villes. Robert proposa un programme global qui combinait la technologie agricole moderne avec la préservation des traditions culturelles, la création de coopératives de commerce équitable et l'établissement d'une école technique locale. « Il ne s'agit pas de convaincre les jeunes de rester », expliqua Robert lors d'une présentation aux leaders communautaires. « Il s'agit de créer des raisons authentiques de rester, des opportunités réelles de croissance personnelle et économique qui respectent leur identité culturelle. » Le projet fut un succès retentissant. En 2 ans, la migration des jeunes diminua de 70%, les revenus familiaux augmentèrent de manière significative et la communauté développa une fierté renouvelée dans ses traditions. Plus important encore, le modèle fut répliqué dans des dizaines de communautés similaires dans toute la France. Pendant cette période, Émilie commença à écrire ses mémoires non pas par vanité, mais parce que de nombreuses personnes lui avaient demandé de documenter formellement les leçons apprises lors de son voyage de transformation personnelle et sociale. Le processus d'écriture lui permit de réfléchir profondément sur chaque étape de sa vie et d'en extraire des schémas qui pourraient être utiles à d'autres confrontés à des défis similaires. Le livre intitulé « Lumière, pour tous un voyage de la douleur au but » fut publié 3 ans plus tard. Au lieu de se concentrer sur les aspects dramatiques de son histoire personnelle, Émilie structura le livre comme un guide pratique pour transformer les crises personnelles en opportunités de service. Les chapitres incluaient des titres tels que « Quand le rejet devient une réorientation »,« Le pouvoir guérisseur de l'anonymat dans le service »,« Bâtir une communauté au milieu de l'isolement » et « Hériter d'un but, comment transmettre des valeurs à la prochaine génération ». Le livre devint un best-seller inattendu, non pas dans les listes d'auto-assistance superficielles, mais dans les cercles de personnes réellement intéressées à créer un changement social positif. Les bénéfices furent entièrement reversés pour établir un fonds de bourse pour les jeunes des communautés rurales qui souhaitaient étudier le développement communautaire. L'une des critiques les plus poignantes du livre vint d'une lectrice en Espagne qui écrivit
Ce livre m'a appris que je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir des ressources extraordinaires pour commencer à faire une différence. J'ai commencé par lire sur Émilie Leclerc et j'ai fini par découvrir mon propre but. Mais peut-être le moment le plus significatif lié au livre arriva lorsque Robert, âgé de 25 ans, et reconnu comme un leader respecté dans son domaine, dit à sa mère « Maman, ton livre ne raconte pas seulement ton histoire. Il raconte l'histoire de ce qui est possible. Lorsqu'une personne décide de transformer sa douleur en un but, c'est l'histoire de nous tous. » Pour célébrer le 10e anniversaire du Réseau de Lumière, un congrès international fut organisé à Lyon qui réunit des représentants de tous les nœuds, des universitaires spécialisés dans le développement social et des leaders d'autres organisations similaires du monde entier. L'événement eut lieu non pas dans un hôtel de luxe, mais dans les locaux de l'Université de Lyon, en respectant la philosophie de simplicité et d'accessibilité qui avait caractérisé le travail d'Émilie depuis le début. Pendant les 3 jours du congrès, des recherches sur l'impact mesurable des interventions communautaires furent présentées, des histoires de succès et d'échecs furent partagées et des stratégies furent élaborées pour les 10 années suivantes. Mais le moment le plus émouvant arriva lors de la cérémonie de clôture, lorsqu'une délégation de la communauté rurale, où Robert avait mis en œuvre son premier projet indépendant, présenta un cadeau inattendu. Madame Émilie, dit le chef de la délégation, un homme âgé aux mains burinées par le travail agricole. « Il y a 10 ans, vous nous avez rendu visite pour la première fois. Nous étions une communauté qui mourait avec les jeunes qui fuyaient et les anciens qui perdaient espoir. Aujourd'hui, nous sommes une communauté prospère et fière. » Il déroula un huipil brodé à la main par les femmes de la communauté. Chaque fil racontait une partie de l'histoire de la transformation, les champs rénovés, l'école technique, les jeunes, qui avaient décidé de rester les traditions qui avaient été préservées et renouvelées. Ce huipil représente notre gratitude, mais aussi notre engagement. Nous aussi, nous sommes maintenant lumière pour les autres. Nous avons commencé à travailler avec 3 communautés voisines en leur enseignant ce que nous avons appris avec vous. Tandis qu'Émilie recevait le huipil, les larmes coulant sur ses joues, elle se rendit compte que le cadeau représentait quelque chose de plus profond que la gratitude. Il représentait la multiplication exponentielle du bien qui était possible lorsque les personnes s'engageaient véritablement pour le bien-être des autres. Ce soir-là, pendant le dîner de clôture, Mathieu lui murmura à l'oreille « Tu te rends compte que ce n'est plus à nous, c'est devenu quelque chose qui vit par lui-même. » « C'était le but depuis le début, » répondit Émilie. « Créer quelque chose qui soit plus grand que nous, qui puisse continuer, et grandir même lorsque nous ne serons plus là. » Les années suivantes apportèrent une profonde satisfaction, mais aussi de nouveaux défis. Robert épousa Camille, une jeune travailleuse sociale qu'il avait rencontrée lors d'un projet à Bordeaux. Le mariage fut célébré dans le même jardin communautaire où ses parents s'étaient mariés en respectant la tradition de simplicité et de communauté. Camille s'avéra être un ajout parfait à la famille, non seulement pour l'amour qu'elle partageait avec Robert, mais aussi pour sa propre passion pour le travail social et sa compréhension intuitive des valeurs qui avaient guidé la famille pendant tant d'années. Lorsque naquit la première petite fille d'Émilie, une petite fille qu'ils appelèrent Élise en l'honneur de son arrière-grand-mère, le sentiment de continuité se fit encore plus profond. La petite Élise grandirait dans le même monde de service et de communauté qui avait façonné son père, mais avec les avantages supplémentaires des avancées et des raffinements que chaque génération avait apportés. Madame Élise, désormais arrière-grand-mère, devint la chroniqueuse orale de la famille, racontant à la petite Élise les histoires de transformation qui avaient marqué leur lignée, comment son arrière-grand-père Robert avait appris le pardon. Dans ces derniers jours, comment sa grand-mère Émilie avait transformé le rejet en un but, comment son père Robert avait pris cet héritage et l'avait porté à de nouveaux sommets. Chaque génération, disait la vieille dame à la petite fille, en la berçant, a l'opportunité de prendre le meilleur du passé et de construire quelque chose d'encore plus beau pour l'avenir. Lorsqu'Émilie eut 50 ans, la célébration fut un reflet parfait de la vie qu'elle avait construite. Il n'y eut pas de fête fastueuse, ni de cadeaux coûteux. À la place, les communautés qui avaient été touchées par son travail organisèrent une série de festivals locaux qui se déroulèrent simultanément dans plus de 30 villes de France, d'Espagne et d'Amérique latine. Chaque festival avait sa saveur locale, mais tous partageaient des éléments communs de la musique communautaire, des repas préparés et partagés entre voisins,
des expositions des projets de développement locaux et des cérémonies de reconnaissance pour les bénévoles locaux qui maintenaient les programmes en vie jour après jour. À Lyon, le festival eut lieu dans le même quartier où Émilie et Mathieu avaient commencé leur nouvelle vie ensemble. Les rues se remplirent de couleurs, d'arômes et de sons qui célébraient non seulement l'anniversaire d'Émilie, mais aussi la transformation complète d'une communauté qui était passée d'une zone marginalisée à un modèle de développement communautaire durable. Pendant la cérémonie centrale, Robert, désormais directeur exécutif de la Fondation, présenta le cadeau le plus significatif, l'annonce que le Réseau de Lumière avait été invité par les Nations Unies pour présenter son modèle comme une pratique exemplaire en développement communautaire durable. « Maman, dit Robert depuis la petite estrade improvisée, il y a 20 ans, tu as choisi de transformer la douleur en un but. Aujourd'hui, ce but est devenu un modèle qui pourrait influencer les politiques publiques à l'échelle mondiale. Mais pour Émilie, le moment le plus émouvant de toute la célébration arriva lorsqu'une fillette de 8 ans, élève d'une des écoles que la Fondation soutenait, s'approcha timidement avec un dessin fait sur du papier recyclé. Le dessin montrait une petite maison, entourée de beaucoup d'autres petites maisons, toutes reliées par des traits de couleur vive. En haut, elle avait écrit avec une écriture soignée « Pour la maîtresse Émilie, qui nous a appris qu'être riche, c'est avoir beaucoup d'amis à aider ». Ce soir-là, tout en rangeant soigneusement le dessin avec d'autres trésors qu'elle avait accumulés au fil des ans, Émilie réfléchit au voyage extraordinaire qu'avait été sa vie. Elle avait commencé comme la fille choyée d'une famille aisée, avait traversé la douleur dévastatrice du rejet paternel, avait découvert le véritable amour dans la simplicité, avait trouvé son but dans le service anonyme, avait guéri les blessures familiales grâce au pardon et avait vu son propre fils grandir pour devenir un leader qui dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Mais plus que toute autre réalisation individuelle, ce qui la comblait le plus de satisfaction, c'était de savoir qu'elle avait contribué à créer quelque chose qui continuerait de croître et de se multiplier bien après qu'elle ne soit plus là pour le guider. À 55 ans, Émilie prit la décision de réduire progressivement sa participation directe à l'administration de la Fondation pour se consacrer davantage à ce qui la passionnait vraiment, le travail direct avec les communautés et le mentorat des jeunes leaders. Cette transition ne fut pas une retraite, mais une évolution naturelle vers le type de travail qu'elle avait toujours aimé le plus. Elle établit un programme informel de l'accompagnement générationnel, où des jeunes de différentes communautés pouvaient passer des saisons à travailler à ses côtés, en apprenant non seulement les méthodologies du développement communautaire, mais aussi la philosophie plus profonde qui sous-tendait tout le travail. L'un de ces jeunes mentorés fut Michel, un étudiant en psychologie sociale de 23 ans qui avait grandi dans une famille dysfonctionnelle marquée par la violence domestique et l'extrême pauvreté. Son histoire personnelle résonna profondément avec Émilie, non pas parce qu'elle était identique à la sienne, mais parce qu'elle reconnut en lui le même potentiel de transformer la douleur en un but. « Michel, lui dit-elle, lors d'une de leurs longues conversations, alors qu'il travaillait dans un jardin communautaire, « ton passé douloureux ne te définit pas, mais peut être la source de ta plus grande force. Les personnes qui ont souffert développent souvent une empathie plus profonde et une détermination plus ferme pour éviter que d'autres ne traversent la même chose. » Michel devint l'un des leaders les plus efficaces de la nouvelle génération, se spécialisant dans le travail avec les familles en crise et la prévention de la violence domestique. Son histoire de dépassement personnel, combinée aux outils méthodologiques qu'il avait appris, fit de lui une figure respectée dans son domaine. Des années plus tard, lorsque Michel créa sa propre organisation axée sur la guérison familiale, il écrivit à Émilie une lettre qu'elle garda comme l'un de ses trésors les plus précieux. « Maîtresse Émilie, vous m'avez appris qu'il n'y a pas de blessure si profonde qui ne puisse se transformer en source de sagesse, ni de douleur si grande qui ne puisse se transformer en compassion pour les autres. Ma vie a changé non seulement grâce aux opportunités que vous m'avez données, mais grâce à la façon dont vous m'avez aidé à réécrire le récit de ma propre histoire. » Ces expériences de mentorat devinrent la phase la plus gratifiante de la carrière d'Émilie. Chaque jeune qui bénéficiait de son accompagnement emportait les leçons dans de nouveaux contextes, en les adaptant à différentes réalités, tout en conservant toujours le cœur essentiel, la conviction que chaque personne a le potentiel de contribuer positivement au bien-être collectif. Quand Émilie eut 60 ans,
Elle décida d'écrire un second livre, cette fois spécifiquement axé sur la philosophie du mentorat générationnel. Semer des lumières, comment accompagner la nouvelle génération d'agents de changement devint un texte de référence dans les programmes universitaires de travail social dans le monde francophone. Mais au-delà des reconnaissances académiques et professionnelles, ce qui satisfaisait le plus Émilie, c'était de voir comment le réseau de personnes qu'elle avait mentorées commençait à en mentorer d'autres, créant une chaîne de transmission, de connaissances et de valeurs qui s'étendait bien au-delà de ce qu'une seule personne aurait pu accomplir. La petite Élise, désormais une fillette de 10 ans, vibrante et curieuse, était devenue la compagne préférée d'Émilie pour les visites dans les communautés. La petite fille montrait une curiosité naturelle pour comprendre comment fonctionnaient les projets sociaux et une empathie innée envers les personnes qui rencontraient des difficultés. Grand-mère lui demanda un jour, alors qu'elles observaient comment un groupe de femmes travaillait dans un atelier de couture coopératif. Pourquoi certaines personnes ont beaucoup d'argent mais sont tristes, et d'autres personnes ont peu d'argent mais sont heureuses? La question formulée avec la clarté directe que seuls les enfants possèdent donna à Émilie l'occasion de transmettre l'une des leçons les plus importantes de sa vie. « Élise, mon amour, le bonheur ne vient pas de ce que tu as, mais de ce que tu fais avec ce que tu as. Ces femmes sont heureuses parce qu'elles construisent quelque chose ensemble, parce qu'elles s'entraident, parce que chaque jour elles peuvent voir que leur travail a du sens. Et les personnes riches qui sont tristes, parfois, lorsque les gens se concentrent uniquement sur l'accumulation de choses pour eux-mêmes, ils oublient que les êtres humains sont faits pour se connecter et partager. La tristesse vient de la déconnexion. » Élise prit cette information avec le sérieux qui caractérisait ses réflexions. Alors être vraiment riche, c'est avoir beaucoup de liens avec d'autres personnes. « Exactement, » sourit Émilie. « Et plus tu donnes de toi-même à ces liens, plus tu deviens riche. » Ces conversations avec Élise devinrent certains des moments les plus précieux de la vie d'Émilie. À travers les yeux et les questions de sa petite fille, elle pouvait voir avec une nouvelle clarté les leçons qu'elle avait apprises au fil des décennies et trouver des façons nouvelles de les articuler. Quand Élise eut 12 ans, elle exprima le désir de lancer son propre projet de service communautaire. Au lieu de simplement rejoindre l'un des programmes existants, elle voulait créer quelque chose de complètement nouveau qui reflèterait sa propre perspective générationnelle. Grand-mère, expliqua-t-elle avec la détermination qu'elle avait héritée de toute sa lignée familiale, « J'ai observé que beaucoup d'enfants de mon âge se sentent déconnectés de leurs grands-parents parce qu'ils croient que les anciens ne comprennent pas le monde moderne. Et beaucoup de grands-parents se sentent seuls parce qu'ils croient que les jeunes ne les respectent pas. » Sa proposition fut de créer un programme de pont générationnel où les enfants et les jeunes seraient jumelés à des adultes plus âgés pour des projets d'échange de connaissances. Les jeunes enseigneraient la technologie de base tandis que les aînés partageraient des métiers traditionnels, des histoires familiales et la sagesse de la vie. Le projet pilote fut mis en œuvre dans 3 centres communautaires différents et les résultats dépassèrent toutes les attentes. Les adultes plus âgés rapportèrent se sentir plus connectés et valorisés, tandis que les jeunes développèrent un profond respect pour l'expérience et la sagesse des générations précédentes. L'une des participantes les plus enthousiastes fut Madame Élise, l'arrière-grand-mère, qui à 85 ans apprit à utiliser une tablette pour écrire numériquement les histoires familiales qu'elle racontait oralement depuis des décennies. « Cet enfant, dit-elle à Émilie en parlant de la petite Élise, va emmener notre héritage dans des lieux que nous ne pouvons même pas imaginer. » Le succès du projet d'Élise attira l'attention des éducateurs et des travailleurs sociaux d'autres villes et il se répliqua bientôt dans des communautés de toute la France. À 14 ans, Élise fut invitée à présenter son travail lors d'un congrès international d'innovation sociale, devenant ainsi la plus jeune présentatrice de l'histoire de l'événement. Pendant sa présentation, Élise parla avec une maturité qui surprit tous les présents. « Ma grand-mère m'a appris que chaque génération a la responsabilité de prendre le meilleur du passé et de l'utiliser pour construire un avenir meilleur. Mon projet ne concerne pas seulement la connexion des jeunes et des personnes âgées. Il s'agit de créer des ponts entre différentes façons de comprendre le monde afin que nous puissions apprendre les uns des autres au lieu de nous juger. » Tout en observant sa petite fille depuis le public, Émilie ressentit une émotion qu'il était difficile de décrire. C'était de la fierté, oui,
mais aussi quelque chose de plus profond, la confirmation que l'héritage qui avait commencé avec sa propre décision de choisir l'amour plutôt que le ressentiment s'était exprimé dans une nouvelle génération, qui l'emporterait encore plus loin. Après la présentation, une journaliste demanda à Émilie ce qu'elle ressentait en voyant que sa petite fille avait hérité de sa passion pour le service social. « Je ne crois pas qu'elle ait hérité de ma passion, » répondit Émilie avec soin. « Je crois qu'elle a découvert sa propre passion qui se trouve être en accord avec les valeurs familiales. C'est la différence entre l'imposition et l'inspiration. » Cette distinction était devenue centrale pour la philosophie d'Émilie sur la transmission générationnelle des valeurs. Au lieu de forcer les nouvelles générations à suivre exactement les mêmes chemins, elle avait appris à créer des environnements où elles pouvaient découvrir leur propre façon de contribuer au bien-être collectif. Robert, désormais, un homme de 35 ans reconnu comme un leader dans son domaine, avait développé des innovations méthodologiques qui dépassaient le travail initial de sa mère. Son approche de la durabilité environnementale intégrée au développement social avait gagné une reconnaissance internationale et il avait été invité à conseiller des programmes gouvernementaux dans plusieurs pays d'Amérique latine. Camille, son épouse, avait développé sa propre spécialisation dans l'autonomisation économique des femmes rurales, créant des réseaux de micro-entreprises qui non seulement généraient des revenus, mais renforçaient également le tissu social communautaire. Ensemble, Robert et Camille représentaient l'évolution naturelle du travail pionnier d'Émilie et de Mathieu, l'amenant à de nouveaux niveaux de sophistication et d'impact sans jamais perdre l'essence de simplicité et de connexion humaine qui l'avait caractérisé depuis le début. Quand Émilie eut 65 ans, elle décida de faire quelque chose qu'elle envisageait depuis longtemps, retourner visiter le terrain qu'elle avait hérité de sa grand-mère, celui dont la vente avait financé tout le travail ultérieur. Le terrain faisait désormais partie d'un complexe logistique industriel, exactement comme les ingénieurs l'avaient prédit des décennies auparavant. Mais au lieu de ressentir de la nostalgie ou du regret, Émilie ressentit une profonde satisfaction en voyant comment cette terre avait rempli un but que sa grand-mère n'aurait jamais pu imaginer. « Grand-mère », murmura-t-elle, en observant les bâtiments modernes et l'activité constante du complexe, « ta terre a finalement fleuri, mais d'une manière complètement différente de ce que l'une de nous aurait pu rêver. » Mathieu, désormais un homme, de 68 ans avec des cheveux complètement gris, mais des yeux qui brillaient encore de la même tendresse que dans sa jeunesse, lui prit la main pendant qu'ils contemplaient ensemble le paysage transformé. « Regrettais-tu quelque chose ?» lui demanda-t-il une question qu'ils s'étaient posée mutuellement à plusieurs moments cruciaux de leur vie ensemble. « Rien, » répondit Émilie sans hésiter. « Chaque décision, chaque douleur, chaque joie nous a amenés exactement là où nous devions être. Même le rejet de ton père, surtout le rejet de mon père. Sans cette douleur, je n'aurais jamais développé l'empathie qui m'a permis de me connecter avec les personnes qui avaient vraiment besoin d'aide. Sans cette crise, je n'aurais jamais découvert mon véritable but. » Cette conversation marqua le début de ce qu'Émilie commença à appeler sa décennie de synthèse. Au lieu de commencer de nouveaux projets ou d'étendre les initiatives existantes, elle décida de se consacrer à documenter et à réfléchir, et à transmettre les leçons les plus profondes qu'elle avait apprises au cours de son voyage. Son 3e livre, L'art de transformer les crises en but, réflexion sur une vie au service des autres, devint son œuvre la plus personnelle et la plus marquante. Au lieu de se concentrer sur les méthodologies ou les stratégies, elle explora les transformations internes qui avaient rendu possible son travail externe. Les chapitres incluaient des titres tels que « L'alchimie du pardon »,« Trouver l'abondance dans la simplicité »,« Le paradoxe de donner et de recevoir » et « Bâtir des héritages qui transcendent les générations ». Le livre résonna particulièrement avec les lecteurs qui faisaient face à leur propre crise personnelle. Les lettres qu'Émilie recevait du monde entier confirmaient que son histoire avait touché quelque chose d'universel dans l'expérience humaine, la capacité de transformer la souffrance en sagesse et la sagesse en service. L'une de ces lettres, d'une femme en Argentine qui avait perdu son mari dans un accident, l'avait particulièrement touchée. « Madame Leclerc, votre livre m'a sauvé de l'amertume. J'étais tellement en colère contre le monde de m'avoir pris l'amour de ma vie que j'avais oublié que j'avais encore de l'amour à donner. Votre histoire m'a rappelé que la douleur ne doit pas être la fin de l'histoire.
elle peut être le début d'une nouvelle façon d'aimer. Ces réponses confirmèrent à Émilie que sa décision de rendre publique son histoire avait été la bonne. En partageant ses vulnérabilités et ses transformations, elle avait créé une sorte de carte que d'autres pouvaient suivre pour naviguer dans leur propre crise. Les dernières années de cette décennie apportèrent une série de reconnaissances qu'Émilie accepta avec grâce mais sans faste. Elle reçut des doctorats honorifiques de 3 universités, fut nommée Femme de l'année par plusieurs organisations internationales, et son travail fut cité dans des documents de politique publique d'organismes internationaux. Mais la reconnaissance qu'elle apprécia le plus vint d'une source inattendue, un groupe de jeunes qui avaient bénéficié des programmes de la Fondation pendant leur enfance et qui, désormais en tant qu'adultes professionnels accomplis, avaient décidé de créer leur propre organisation pour continuer le travail dans leur propre communauté. Madame Émilie, lui dirent-ils, lors d'une cérémonie surprise qu'ils organisèrent en son honneur, « Vous nous avez appris que recevoir de l'aide s'accompagne de la responsabilité d'aider les autres. Aujourd'hui, nous voulons vous montrer que nous avons compris la leçon. » Voir ces jeunes, désormais médecins, enseignants, ingénieurs et travailleurs sociaux, s'engager à poursuivre le cycle de donner et de recevoir, fut pour Émilie la confirmation la plus belle que son travail avait atteint son objectif le plus profond, créer un mouvement autosoutenu de transformation sociale. Félicitations! Écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes restés jusqu'à la fin avec moi. Merci de regarder et à l'histoire de demain sur cette même chaîne. À 70 ans, Émilie Leclerc s'asseyait chaque matin dans le petit jardin derrière sa maison, la même maison modeste au-dessus de la boulangerie où elle et Mathieu avaient commencé leur vie ensemble. L'arôme du pain fraîchement cuit continuait de monter par les escaliers, se mêlant désormais au parfum des fleurs qu'elle avait plantées au fil des ans. De sa chaise, elle pouvait voir la cathédrale qui avait été le témoin silencieux de tant de moments importants de sa vie. À ses pieds, Élise, désormais une jeune fille de 18 ans sur le point de commencer l'université, lisait à haute voix les lettres qui arrivaient quotidiennement de personnes du monde entier qui avaient été inspirées par le travail de la famille. « Grand-mère, lui dit Élise un matin, cette lettre est d'une jeune fille en Colombie qui dit qu'elle veut être comme toi quand elle sera grande. » Émilie sourit doucement. « Dis-lui de ne pas vouloir être comme moi. Dis-lui de vouloir être la meilleure version d'elle-même au service des autres. » La réponse reflétait la sagesse qu'elle avait développée au fil des décennies, que le véritable héritage ne réside pas dans le fait que les autres imitent notre chemin, mais dans le fait qu'ils trouvent leur propre chemin vers le but et la connexion. Tandis que le soleil du matin illuminait son visage marqué désormais par les lignes qui racontaient l'histoire d'une vie pleinement vécue, Émilie réfléchit au voyage extraordinaire qui avait commencé avec la douleur et le rejet et qui avait fleuri dans l'amour multiplié. Son père avait eu raison sur une chose, elle avait choisi l'amour plutôt que la richesse traditionnelle. Mais il s'était trompé sur les conséquences. Ce choix ne l'avait pas appauvri, il l'avait rendu vraiment riche de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Riche non en argent, bien qu'elle en eût. Riche en buts, riche en liens humains profonds, riche de la satisfaction de savoir que sa vie avait fait une différence mesurable dans le monde, riche de l'amour d'une famille qui s'étendait bien au-delà des liens du sang pour inclure des milliers de personnes dont les vies avaient été touchées par la décision qu'elle avait prise des décennies auparavant de transformer la douleur en un but. Tandis qu'Élise continuait de lire les lettres, Émilie ferma les yeux et sentit la présence de tous ceux qui avaient rendu ce voyage possible, sa grand-mère, dont la terre avait fourni les ressources initiales, son père, dont le rejet l'avait poussé vers sa véritable destinée, Mathieu, dont l'amour inébranlable avait été son ancre constante, sa mère dont la transformation avait prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour changer, Robert, qui avait porté l'héritage familial à de nouveaux sommets, et tous les membres de la communauté élargie, qui avaient transformé une histoire personnelle de dépassement en un mouvement de transformation sociale. L'avenir s'étendait devant eux plein de possibilités. Élise commencerait bientôt ses études universitaires en développement durable, portant la tradition familiale vers des territoires complètement nouveaux. Robert et Camille continueraient à innover et à développer le travail. Le réseau de lumière qui avait commencé avec une seule décision de pardon continuerait de croître, de se multiplier, d'évoluer. Et au centre de tout, la leçon la plus simple et la plus profonde restait intacte, que le véritable amour exprimé, par le biais du service désintéressé, a le pouvoir de transformer non seulement des vies individuelles,
mais des communautés entières et éventuellement le monde. Alors que le jour commençait et que les sons familiers de la ville s'éveillaient autour d'elle, Émilie Leclerc sourit avec la profonde satisfaction d'une vie bien vécue, une vie qui avait prouvé que parfois les pertes les plus douloureuses peuvent se transformer en les plus belles victoires, et que la véritable richesse a toujours été et sera toujours dans notre capacité à aimer et à servir les autres.